internautes d'ici et de la diaspora, bonjour. Heureux de vous retrouver pour parler du Sénégal, du peuple intègre du Sénégal, de l'actualité politique sénégalaise. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Saïd Larifou, avocat de l'opposant Ousmane Sonko, actuellement incarcéré. Maître, nous avons le plaisir de vous recevoir ici sur Sénégal 7. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons parler de l'actualité politique, judiciaire, de l'élection présidentielle également. Vous êtes avocat d'Ousmane Sonko. Quelles sont les nouvelles que vous pouvez nous donner d'Ousmane Sonko et de votre autre client, Bassirou Diomaye Faye? Bon, je suis constitué pour M. Ousmane Sonko. Oui, et d'accord. Puis, le PASTEF également. D'accord. Bon, j'ai eu l'occasion de saluer le président de Dubaï. Mais bon, je suis pas constitué pour lui. D'accord. Mais j'ai eu quelques nouvelles de la part de ceux qui lui rendront visite. Dubaï se porte bien. Et mon client également, M. Ousmane Sonko, se porte bien. Il est en forme. Bon, ça va. Psychologiquement, ça va. La seule chose que je peux vous dire le concernant, c'est que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup métamorphosé. Et sur quel plan, justement? Spirituellement et puis psychologiquement. Et puis c'est quelqu'un qui a pris conscience de son destin sénégalais depuis longtemps. Mais là, ça s'est encore renforcé. Et puis son destin africain également. Puisque lorsque vous voyez des peuples d'Afrique se manifester et vous apporter leur soutien, donc c'est un soutien bien sûr sénégalais, mais qui dépasse les frontières du Sénégal, qui vous soutiennent parce que, à juste titre, ils pensent que vous incarnez une nouvelle vision du continent africain et que vos discours également, vos déclarations répondent aux aspirations du moment des peuples d'Afrique. Et à partir de là, les adhésions, je ne parle même pas de soutien là, mais je parle même d'adhésion, dépassent les frontières à l'échelle africaine. À l'échelle africaine. Et ça, je peux vous le témoigner. Il suffit de voir, par exemple, des organisations politiques dans différents pays d'Afrique, en Afrique de l'Ouest, mais je peux vous dire qu'en Afrique de l'Est également. Et nous espérons bientôt en Afrique du Nord, mais déjà Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, il y a des organisations politiques qui ont changé leur nom en solidarité à PASTEF. Ah oui. Bon, c'est pour cette raison qu'on retrouve PASTEF Africa au Bénin, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et l'autre côté, en Tanzanie, j'ai eu des appels hier, en Tanzanie, au Ouganda et aux Comores, à Madagascar et à l'île Maurice. Bon, donc, Ousmane Sonko, c'est un phénomène. Et c'est un phénomène, c'est un discours, c'est un nouveau regard de l'Afrique pour les prochaines décennies. Et c'est pour cette raison que des gens comme moi, nous n'avons pas éprouvé la moindre difficulté pour nous rendre disponibles et soutenir sa cause, qui est aussi la nôtre. D'accord. Voilà. Alors, donc de parti politique local, c'est devenu en fait un mouvement panafricain, pourrait-on dire? Oui, puisque le PASTEF, c'est déjà une organisation politique panafricaine, puisque PASTEF, c'est Patriote africain du Sénégal. Bon, donc, maintenant, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez aux Comores, vous verrez qu'il y a PACTEF, Patriote africain des Comores. Vous voyez? À Madagascar, c'est PAM, Patriote africain de Madagascar. Et vous allez à Maurice, c'est aussi pareil, PAM, Maurice. Et puis vous allez au Bénin, c'est Patriote africain de Bénin. Et au Mali, c'est pareil, PAM également. Bon, donc je pense que c'est une
contribution colossale que PASTEF Sénégal apporte en ce moment à l'Afrique. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas du tout indifférents par rapport à ce qui se passe ici au Sénégal. On n'est pas aussi indifférent au sort aussi de ce grand homme panafricain qu'est Ousmane Sonko, qui aujourd'hui a réussi ce qui n'est toujours pas évident. Il était déjà depuis longtemps un chef de parti. Et là, en plus de sa carrure d'un leader politique, d'un parti politique, et maintenant, il est conscient qu'il y a des responsabilités au niveau de l'État du Sénégal qui l'attendent. D'accord. Et il est devenu, en plus de ça, il est devenu un homme d'État qui est préparé à occuper des hautes responsabilités. Avant de revenir à Ousmane Sonko, comment la dissolution de son parti a été vue en Afrique? Bon, avec cette vague de solidarisation, c'est pas une surprise, hein, puisque c'est un pari au fait qui a été un engagement, un pari qui a été pris par certains politiques locaux, puisqu'il s'agit des leaders politiques locaux qui avaient pris le pari d'en finir avec le PASTEF et Ousmane Sonko. Bon, donc lorsque la décision a été prise, il y a eu une réaction africaine, d'abord sénégalaise, puisque le Sénégalais disent, écoutez, dissolvez, c'est dans le cœur. PASTEF n'est pas dans les... Voilà, PASTEF, c'est pas dans le... c'est pas sur les papiers, mais PASTEF, c'est dans nos cœurs. Ouais. Bon, donc, et ça se voit d'ailleurs. Hein. Et puis en Afrique, il y a eu une réaction tout de suite de solidarité, d'où la mise en place de ces différentes structures politiques en Afrique qui a fait naître conférence des présidents des organisations africaines qui chapeautent le PASTEF Africa. Bon, donc il y a eu une réaction, pas de surprise, puisque c'est la réponse par rapport à un engagement qui a été pris d'en finir avec PASTEF et Ousmane Sonko. Et puis la réaction, elle était spontanée. Il y a une réaction non seulement de solidarité, mais d'adhésion qui est africaine. Bon, donc je pense que ceux qui pensaient faire mal à PASTEF et puis à Ousmane Sonko se sont mordus peut-être le doigt. Et on le voit actuellement. Alors, pour parler un peu d'Ousmane Sonko, rencontrez-vous actuellement des difficultés pour obtenir un permis de visite, comme le décrivent certains Sénégalais? Non. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire par rapport à la situation de mon client qui sont déplorables. Et il y a des choses sur lesquelles il ne faut quand même pas inventer. Bon, donc, non, je suis très, très bien accueilli au Sénégal. Très bien accueilli au Sénégal. Et depuis que je suis constitué pour M. Ousmane Sonko, et même avant, puisque je venais ici avant, bien sûr. Et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté pour assurer la défense des intérêts de mon client. Ce qui n'a pas été le cas pour votre collègue Juan Branco. Quelle lecture vous en faites? Quel est exactement le problème au niveau de vous, collectif des avocats d'Ousmane Sonko? Bon, vous savez, les dossiers qui sont ouverts contre mon client, ce sont des dossiers extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles, puisqu'il s'agit de dossiers politico-judiciaires qui mettent en cause le principal opposant. L'un des hommes les plus populaires du Sénégal, sur lequel repose l'espoir des millions de Sénégalais. Et donc à partir de là, il y a des comportements qui peuvent être rationnels, voire même de postures qui peuvent même être disproportionnées. Il y a eu sans doute un malentendu. Entre mon client et puis les autorités sénégalaises. Ce que nous espérons que ces malentendus prennent fin. Et si... Vous les considérez comme un malentendu? Malgré tout ce qui s'est passé et les conséquences que cela a entraîné? Oui, il y a eu des conséquences, ça c'est vrai. Mon confrère, qui est une pièce maîtresse dans la défense de M. Ousmane Sonko, a été empêché d'accéder sur le territoire du Sénégal, a été même reconduit aux frontières
Et puis emprisonné un moment. Et puis il est revenu, oui. Il a été mis en examen, inculpé, puis placé en détention provisoire. Il est sous contrôle judiciaire. Donc c'est pas une situation facile. Moi, pourquoi je parle de malentendu? Parce que je veux que la situation redevienne normale. Ouais. Vous voyez, et j'ai pas le profil ni la vocation à mettre le feu sur le feu. Vous voyez, de l'huile sur le feu. Vous voyez. Et moi, je souhaiterais, mon souhait le plus profond, c'est que mon confrère, qui est quand même un élément extrêmement précieux dans la défense de M. Ousmane Sonko, puisse revenir au Sénégal dans des très bonnes conditions. Et puis continuer à assurer, au même titre que les autres avocats, la défense de M. Ousmane Sonko. Donc à partir de là, je n'ai pas à mettre le feu, vous voyez, de l'huile sur le feu, mais j'ai une vocation d'éteindre le feu. En tout cas, c'est ma mission que je m'assigne dans ce dossier. Là où il y a le moindre problème, j'essaierai d'apporter la solution, puisque je pense que c'est aussi notre mission. Nous avons comme mission en tant qu'avocat de défendre les intérêts d'un homme d'État. Une personne qui a vocation de diriger ce grand pays. Donc à partir de là, nous devons aussi définir une ligne de défense qui correspond aussi aux aspirations du peuple sénégalais, puisque c'est eux qui le portent, et puis aux intérêts aussi de notre client, sachant que lorsqu'on parle du Sénégal, c'est pas seulement un dossier, mais c'est toute une image, c'est un pays qui a aussi une visibilité international qui est très positif. Donc nous devons aussi, quelque part, lorsqu'on a un dossier politique de cette nature, on doit effectivement aussi avoir un discours, une posture qui est à la hauteur et qui correspond aussi au profil du client et puis aux aspirations de ceux qui le portent également. D'accord. Donc c'est une démarche extrêmement délicate, complexe. Et lorsque je parle de comportements un petit peu disproportionnés, c'est parce qu'il faut dire les choses, c'est aussi un dossier très passionné aussi. Il y a eu des positions aussi extrêmes de part et d'autre, surtout des positions extrêmes à l'encontre de notre client. Et à partir de là, c'est pas toujours évident, lorsque vous êtes avocat, et même un simple individu, d'avoir une position, disons, non. On peut être amené facilement à prendre une position extrême, puisque le dossier lui-même est un dossier extrêmement lourd, complexe et étendu. Et c'est pour cette raison que je parlais des malentendus. D'accord. Et tout. Bon, donc, non, pas de difficulté. Je rends visite à mon client quand je veux. Et pas d'obstacle de quelque nature, de quelque nature que ce soit. Voilà, donc il n'y a pas d'entrave. D'accord, vous lui rendez des visites comme vous voulez, de supposées tractations entre Ousmane Sonko et le président de la République Macky Sall sont souvent évoquées dans l'espace public. Êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous confirmer qu'il y a effectivement des discussions entre votre client Ousmane Sonko et le président de la République Macky Sall? Bon. Vous avez parlé d'un premier terme, et puis vous avez évoqué un deuxième terme. Vous avez parlé de tractation, et puis vous avez parlé des discussions. Considérons que c'est une discussion. Bon, voilà. Bon, donc, je ne suis pas au secret de Dieu. Vous voyez. Bon, moi, je m'occupe de l'aspect judiciaire du dossier de M. Vous n'avez pas d'écho? Les échos, moi, je les ai. J'entends ici ou là. Et donc, moi, je suis sur l'aspect judiciaire du dossier. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Vous voyez. Bon, sur l'aspect judiciaire, là-dessus, je peux m'étaler de A à Z. Mais sur l'aspect politique, je ne suis pas habilité, même si je connais des choses, mais je ne suis pas habilité à le dire. Vous voyez. Bon, donc, il y a ceux qui sont habilité à se prononcer sur cet aspect politique. Mais je ne peux pas évoquer des généralités, puisque moi, je suis un homme politique aussi, par ailleurs, je suis un homme politique. Je ne serais pas du tout surpris qu'un homme politique, un chef d'État, dans le cadre de sa déclaration, de son intention, voire même de sa décision de vouloir assainir le climat politique du pays, puisse discuter avec tout le monde.
je ne serais pas du tout surpris. Vous voyez? Vous ne serez pas surpris. Non, je ne serais pas du tout surpris, ni Il choqué. pourrait y avoir non plus. des possibilités alors. Non. Bon, j'ai dit, si ça se fait, Oui. je ne serais pas ni choqué, ni surpris, puisque la politique est faite surtout dans une société qui est structurée démocratiquement. Et le dialogue est la vertu. Vous voyez? Bon, donc si aujourd'hui le dialogue, la discussion, heureusement, si des gens qui hier s'estiment, qui sont adversaires, et quelles que soient les divergences, quels que soient des faits qui ont marqué la vie des uns et des autres, pour une question d'intérêt national, se parlent, tant mieux. Vous voyez? Et tant mieux. Et heureusement. Et je pense même que si il y a un espace de discussion, et puis puisque moi j'ai choisi volontairement les termes, Oui. puisque les termes ont leur sens, Bien sûr. surtout en politique. S'il y a un espace de discussion entre Ousmane Sonko et M. Macky Sall dans l'intérêt du Sénégal, moi je serais le premier à applaudir. D'accord. Vous voyez? Oui. Je serais le premier à applaudir, puisque ça veut dire que s'ils se retrouvent tous les deux à discuter, s'ils trouvent un intérêt tous les deux de discuter, j'ose espérer et je pense que ça sera dans l'intérêt du Sénégal. D'accord. Je ne serais pas du tout surpris ni choqué. D'accord. L'un des intérêts souvent évoqués, c'est la loi d'amnistie dont on parle actuellement. Cette loi, votre client est en détention, Ousmane Sonko. Aujourd'hui, est-ce que vous avez sa lecture, ou en tout cas son opinion sur cette loi d'amnistie-là qui a été adoptée hier en Conseil des ministres? Est-ce que vous avez son opinion sur cette loi-là? Bon, avant de répondre précisément à votre question, oui, je souhaiterais dire ceci. C'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que Ousmane Sonko n'est pas libre. Il est en détention provisoire. Depuis le mois de juillet 2023, il n'est pas libre de ses mouvements. Oui. Il n'est pas comme vous et moi, qui sommes libres et qui peuvent, avec le recul, prendre des décisions ou bien analyser avec précision des situations avant de se positionner. Bon, il n'a pas la maîtrise de la situation. Il reçoit quand même des informations. Mais c'est pas pareil. Lorsque vous êtes renfermé sur 4 murs, oui, vous n'êtes pas pareil comme quelqu'un qui peut aller à la mosquée, qui peut aller voir sa famille. Certains disent qu'il contrôle le jeu. Comment? Il mène le jeu politique actuellement. Non, il est le cœur. Ben justement. Non, mais si vous êtes le cœur, oui, cela ne veut pas dire forcément que vous maîtrisez votre cœur. D'accord. Vous voyez? Bon, voilà, il est le cœur de l'actualité politique sénégalaise. Et ça, c'est une évidence. Il est le cœur de l'actualité. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il maîtrise son cœur. Vous voyez? Il y a ceux qui l'ont mis dans cette situation, qui ont la maîtrise de la situation. La seule personne qui, aujourd'hui, est habilitée, a le moyen de prendre des décisions qui peut soit abîmer le Sénégal ou bien le relever, il s'appelle M. Macky Sall et non pas M. Ousmane Sonko, même si Ousmane Sonko est le cœur. Vous voyez, la preuve en est qu'ils l'ont arrêté. D'abord, avant de l'arrêter, ils l'ont quand même séquestré. Ce monsieur, il a été quand même séquestré chez lui. Il ne pouvait même pas recevoir ses avocats. Pendant 55 jours. Oui, mais ça, les gens ont tendance à oublier. Nous, les avocats d'Ousmane Sonko, on n'avait pas accès. On ne savait même pas pour quelle raison juridique notre client a été séquestré chez lui. Vous avez été empêché. Les avocats ont été empêchés. Ça est acté par des procès-verbaux du huissier de justice, vous voyez. Comme quoi on ne pouvait pas accéder chez lui. Donc, durant plusieurs jours, plusieurs semaines, notre client n'avait pas de contact avec nous.
Et puis il est sorti de là, il s'est retrouvé en garde à vue pour histoire soi-disant de téléphone, et puis trouble à l'ordre public, et puis d'autres choses également. Et là maintenant, après avoir passé des semaines aussi à l'hôpital, il est en détention provisoire. Et vous n'allez pas demander quelqu'un qui est en détention provisoire, qui n'est pas libre, d'apprécier une loi d'amnistie. Vous voyez ce que je veux dire? Il subit, c'est quelqu'un qui subit. Bon, lui, ceux qui l'ont mis dedans sont le seul habilités et qui ont les moyens de le sortir, là où ils l'ont laissé. Vous voyez? Et ceux qui ont également qui ont tenté de tuer Pastef sont les seuls qui disposent des moyens pour réhabiliter Pastef. Bon, donc nous, concernant la loi d'amnistie, elle n'existe pas encore. Oui. Vous voyez? Il y a une intention qui a été exprimée par le chef de l'État, qu'il souhaiterait proposer au Parlement une loi d'amnistie. Mais cette loi n'existe pas encore. Vous voyez, c'est une déclaration, c'est une intention. Mais pour l'instant, cette loi n'existe pas. Nous, en tant qu'avocats de M. Ousmane Sonko, et comme on sait que tout ce qui s'est dit au Sénégal depuis X temps, mais ces derniers jours, tout ce qui s'est dit au Sénégal a une implication directe sur les droits de notre client. Et à partir de là, nous ne pouvons pas dire comme quoi on est indifférent à cela. Nous ne sommes pas demandeurs, mais nous ne sommes pas non plus indifférents, puisque ça touche directement aux droits de notre client. Vous voyez? Donc on n'a rien demandé, mais nous ne sommes pas indifférents non plus, puisque inévitablement, les initiatives qui sont en cours ont été prises dans un contexte politique, et comme notre client n'est pas au cœur, mais il est le cœur de l'actualité, ça nous concerne, bien sûr, ça le concerne. Et à partir de là, nous devons être attentifs et puis lui apporter notre éclairage juridique. Et puis l'aspect politique, je pense qu'il a la maîtrise de cela. Mais nous devons lui apporter notre éclairage, contribution juridique, et puis après, c'est lui qui prend la dernière décision. D'accord. Alors, est-ce que sur le plan juridique, la loi d'amnistie répond à certaines exigences? Parce qu'on parle de... certains disent que Ousmane Sonko n'a pas été condamné sur certains faits, les faits liés aux manifestations pour lesquelles il est en prison. Pour ces faits-là, il faut qu'il soit déjà condamné pour qu'on pense à une loi d'amnistie, etc. Qu'en est-il sur le plan juridique? Bon, M. Ousmane Sonko a été condamné et tout le monde le sait. Et même sur l'affaire Mambéignan, l'affaire du Prodac, n'est-ce pas? Vous savez, pour qu'une personne soit condamnée, il faut que la personne soit jugée. Jusqu'à maintenant, nous sommes persuadés, en tout cas nous défendons l'idée selon laquelle notre client n'a pas été correctement jugé. Sur quelles affaires, justement? Les deux. Bien sûr. D'accord. Et c'est pour cette raison que nous ne lâcherons rien sur l'aspect judiciaire, puisque notre client n'a pas été correctement jugé. Et notre client a été cité devant le tribunal correctionnel de Dakar, en première instance dans l'affaire de diffamation. Il n'était pas du tout présent. Nous non plus, on n'était pas présents lorsqu'il a été jugé en première instance. Et tout le monde sait pourquoi nous n'étions pas présents. Et tout le monde sait pourquoi notre client n'était pas du tout présent également, puisqu'il était souffrant. Nous disposons des certificats médicaux qui attestent comme quoi il a été agressé au palais de justice et qu'il y a des certificats médicaux qui établissent son incapacité physique à comparaître. Ce qui a fait que vous aussi, vous n'avez pas... Et c'est pour cette raison que nous, lorsqu'on a demandé au tribunal de renvoyer l'affaire et que le tribunal soit opposé, on a tout de suite compris qu'il y avait une volonté d'achever notre client, et nous, on a estimé qu'il était hors de question de cautionner cet acharnement judiciaire. Il a été jugé à son absence et à notre absence.
Mais ce qui est paradoxal et extraordinaire, et ça sera écrit à mon avis dans l'histoire judiciaire de ce pays, c'est que ceux qui étaient contents, puisque la décision était une décision de culpabilité à l'encontre de notre client, se sont réjouis, et quelques heures après, comme ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient, c'était l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Le matin, ils étaient contents, ils ont dansé dans les rues de Dakar. Et puis l'après-midi, ils se sont dit, écoutez, finalement, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. C'est pas sa culpabilité, nous, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est son éligibilité. Et ils ont fait appel. Et ils n'ont pas attendu à ce que le délai d'appel expire pour pouvoir audiencer cette affaire au PA en appel. Et ils ont tout de suite audiencé l'affaire en appel. Ils l'ont fait en fast-track. Oui, non, mais c'est une procédure pénale vraiment à la vitesse TGV, quoi. C'est qui est normal, grande vitesse. C'est qui est normal ou c'est pas, c'est pas régulier? Non, c'est pas régulier. C'est pas régulier puisqu'on sait qu'il y a des milliers de Sénégalais qui ont des procédures pénales. Ça fait des années et des années. Ils attendent d'être jugés. Bien sûr. Et on ne sait même pas s'ils seront jugés. Donc tout le monde s'est étonné, les observateurs. L'accélération, vraiment, la boîte, ils ont mis le pied sur l'accélérateur qu'il fallait absolument, puisqu'il y avait un agenda politique et qu'il fallait absolument que l'agenda politique prenne le dessus sur l'agenda judiciaire, puisque le judiciaire a été instrumentalisé, a été mis en route sur l'orbite pour empêcher la machine politique PASTEF de ne pas marcher, quoi. Voilà. Bon, et puis après, et ça aussi, je pense qu'il faut le rappeler chaque fois, et c'est notre devoir en tant qu'avocat d'Ousmane Sonko, c'est de rappeler que tout de suite, après cette affaire de diffamation, il fallait lui coller aussi un autre dossier, qui est un dossier extrêmement méchant. On sentait la haine, ce dossier de viol, c'est méchant, c'est la méchanceté, c'est la haine. Vous savez, c'est une accusation, c'est l'une des accusations la plus grave que vous pouvez porter à votre ennemi. C'est même pas un adversaire, un ennemi, lui coller des faits de viol. Et ça a été porté contre notre client, mais le Tout-Puissant a voulu que la vérité éclate. Et tout le monde au Sénégal a compris qu'il s'agit d'une fabrication, quoi, et tout, politico-judiciaire, juste pour abattre un homme. Mais bon. Et la justice dans tout ça, le rôle de la justice, elle a fait normalement son travail dans ce dossier-là? Non, je ne pense pas. Il faut dire les choses clairement, puisque parce que la justice, certains éléments de la justice et certains éléments de l'État du Sénégal ont joué le jeu, non pas pour rendre justice, mais ont joué le jeu pour faire plaisir au pouvoir exécutif. Et c'est pour cette raison que, comme il n'y avait aucun fait qui justifiait que M. Ousmane Sonko soit condamné pour quoi que ce soit, ils ont retenu fabriquer quelque chose comme quoi il fallait absolument lui coller une condamnation, corruption de la jeunesse, etc. C'est quelque chose qui a été opportunément fabriqué juste pour le retenir sur les liens de la prévention. Vous voyez? Bon, voilà, on en est aujourd'hui à ces stades. Et puis comme c'était pas suffisant, il fallait encore le coffrer, l'arrêter et puis l'envoyer à la maison d'arrêt. D'accord. Et puis là, aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Et ça, c'est la conséquence de l'expression d'une haine que certains affichent à l'endroit de M. Ousmane Sonko. Bon, ça, c'est un fait. Oui. Et puis maintenant, l'avenir, on est dedans. Là, maintenant, l'avenir, je pense que le Sénégal dispose suffisamment de moyens pour dépasser cet épisode. Et il ne faut pas s'arrêter sur ces épisodes extrêmement douloureux qui ont quand même entraîné des morts. D'accord. À votre avis, la loi d'amnistie qui n'existe pas encore, vous l'avez dit, est-ce qu'au cas où elle existerait, pourrait être un moyen pour le Sénégal de sortir de cette situation-là? Bon, la loi d'amnistie, partout dans le monde où elle est votée, elle a pour vocation d'apaiser une situation de crise, une situation de crise, de tension politique. Apaiser avant ou après la vérité, que la vérité éclate? Bon, ce qui est sûr, c'est c'est faits que qui doivent être amnistiés.
Ce qui est sûr, c'est qu'un crime qui n'est pas reconnu Oui. génère souvent des désordres. Et puis d'autres génèrent des désordres et d'autres crimes également. Il est effectivement vrai qu'il est important que ceux qui sont victimes, que les victimes des faits qui se sont produits dans ce pays, que les victimes soient reconnues et que les préjudices subis par eux, par elles, soient également dédommagés. C'est tout à fait normal. Et puis on peut trouver toute forme de justice, hein, vous voyez. Mais bon, c'est tout à fait normal que justice soit rendue à toutes les victimes des faits survenus au Sénégal depuis 2021 jusqu'à maintenant. Et puis après, il faut trouver la forme. Il faut trouver la forme. Justice ne veut pas dire forcément que Mankat à la Koutila. Non, cela ne veut pas dire forcément ça. Voilà. Et justice ne veut pas dire parce que vous avez tué mon frère que je vais vous tuer aussi. Donc la loi d'amnistie ne va forcément pas empêcher que justice soit faite. La loi selon la forme. Oui, la loi d'amnistie, c'est une loi qui vient apaiser et puis qui peut aussi porter des termes aussi de justice, hein, aussi. Oui. Ouais. D'accord. Bon, je pense que le garant de la paix sociale, jusqu'à la fin de son mandat, c'est monsieur Macky Sall. Monsieur Macky Sall. Alors, et donc il a les moyens, il peut trouver les moyens, la posture, les mots, les gestes qui peuvent effectivement atténuer les stigmates psychologiques et de toute nature de tout ce qui s'est passé au Sénégal. D'accord. Est-ce que le dialogue qui a été entrepris lundi et mardi peuvent contribuer dans ce cadre-là? Oui, le dialogue a vocation à rapprocher les gens qui ne se parlent pas. Sans oublier que l'opposition, en tout cas l'opposition dite radicale, n'a pas assisté. 17 des 19 candidats aussi n'ont pas voulu assister à ce dialogue. Non, ce ne sont pas des positions, c'est pas de l'opposition radicale. Vous voyez, c'est une opposition qui repose sur une réalité politique et puis qui évoque aussi des arguments juridiques. Donc ce ne sont pas des radicaux. Hein. Et moi, il ne faut quand même pas sous-estimer la crédibilité des arguments évoqués par ceux qui ne sont pas allés au dialogue. Bien sûr. Ils ont des raisons tout à fait légitimes. Bon, maintenant, c'est la politique aussi. Hein. C'est aux politiques de se retrouver pour dire que, écoutez, voilà, etc. Mais pour moi, ce ne sont pas des radicaux. C'est une opposition qui a une position qui est tout à fait légale à défendre et qui, surtout la plupart d'entre eux, leurs arguments reposent aussi sur la décision du Conseil constitutionnel. On va en revenir tout à l'heure, mais juste pour épuiser. C'est au président, à ceux d'en face, de trouver les moyens de se rapprocher de ceux qui ne sont pas allés au dialogue. Ah ouais. Vous voyez Et le Sénégal vit une situation extrêmement complexe. Vous voyez Et la solution viendrait des politiques. Moi, je suis originaire d'un pays qui a souffert, qui a beaucoup, beaucoup souffert des coups d'État militaires et puis des coups d'État électoraux. Les Comores. Les Comores. Beaucoup. Moi-même, j'ai déjà été victime d'un coup d'État électoral, personnellement. Pour avoir été 2 fois au 2e tour d'élection présidentielle, j'ai vu ma victoire partir comme ça. Vous voyez Bon, donc c'est quelque chose d'extrêmement très, très, très complexe. Vous n'avez pas, heureusement pour le Sénégal, le Sénégal n'a pas cette triste expérience qui est douloureuse de vivre des chamboulements institutionnels. Est-ce que cette situation peut mener à ces chamboulements-là? Bon, on y vit déjà. On y est en plein dedans. Oui, puisque les élections présidentielles devaient avoir lieu le 25 février dernier. Et le Conseil constitutionnel du Sénégal, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, a rendu un arrêt. Et cet arrêt dit un certain nombre de choses, qui sont quand même des choses extrêmement
grave et lourde également ils rappellent que le mandat prend fin telle date. Oui. Et qui dit que, écoutez, j'ai annulé le décret du président qui stipule telle chose, telle chose, telle chose. Bon, c'est quand même, ce ne sont pas des actes ordinaires. Oui. Et c'est rare, surtout en Afrique, qu'une haute juridiction en Afrique prenne position de cette façon. Souvent, les cours constitutionnels ou bien les conseils constitutionnels, voire même les cours suprêmes, vont dans le sens du vent, du pouvoir. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a une résistance démocratique et puis il y a une résistance constitutionnelle pour dire que non, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Bon, donc, il y a des verrous institutionnels et puis il y a aussi un verrou démocratique et puis culturel ici au Sénégal qui sont quand même suffisamment structurés et qui peuvent dire aux dirigeants que non, il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Bon, donc... ouais. C'est ça. Alors, concernant la loi d'amnistie, vous avez déposé des plaintes, on va dire, au niveau de la Cour pénale internationale, avec des documents, avec des images de torture, etc., de gens qui ont été blessés par balle. Aujourd'hui, est-ce que cette loi d'amnistie, au cas où elle existerait, pourrait avoir une incidence sur ces plaintes-là? Bon, c'est mon confrère Branco. Juan Branco, bien sûr. Qui a saisi, qui a fait un signalement auprès de la CPI. Et dès lors que le signalement est fait, personne n'a la maîtrise de la suite de la procédure. La CPI est seule compétente pour estimer l'opportunité, au regard des éléments qui lui ont été soumis, l'opportunité d'ouvrir une enquête ou non. Ce n'est plus entre nos mains. On peut saisir la CPI comme la CPI peut s'autosaisir si la CPI estime que des faits qui lui ont été apportés, soit par des avocats, ou bien par des tiers, ou bien des organisations, la CPI peut estimer opportun d'ouvrir une enquête. Comme la CPI peut être saisie aussi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou bien par des États également. Et tout. Bon, la question que vous posez, c'est de savoir si la loi d'amnistie peut avoir un impact là-dessus. Non, je ne pense pas. Que si la CPI estime approprié, opportun d'ouvrir une enquête, ça veut dire qu'il s'agit des crimes internationaux. Et les crimes internationaux sont imprescriptibles. D'accord. Vous voyez, sont imprescriptibles, les crimes internationaux. Bon, donc, ça n'aura pas un impact sur la poursuite de des procédures auprès de la CPI. Bon, maintenant, est-ce que la CPI a ouvert une enquête par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal depuis 2021 jusqu'à maintenant? Je ne sais pas. Puisque moi, je ne suis pas... Non, je n'ai pas d'informations puisque je ne suis pas au cœur de cette procédure. C'est une procédure qui a été initiée par notre confrère. Bon, vous n'avez pas d'informations aussi de votre confrère? Non, pas d'informations. Vous n'en discutez pas? C'est un dossier. Vous n'en discutez pas? C'est un dossier peut-être qui concerne... Je ne dirais pas que je ne connais pas des éléments, mais je ne vais pas l'évoquer là-dessus. Ah, d'accord. Je ne vais pas l'évoquer, je préfère que ce soit lui-même qui le dise, puisque bon, c'est un dossier qui a été initié par lui. C'est ça. Bon, voilà. Bon, si je dis que je ne connais rien, je ne sais rien de ce dossier, bon, ça serait mentir. Je sais des choses dans ce dossier, mais je préfère que ce soit lui-même qui en parle. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer de parler un peu de l'élection présidentielle. On parle de constitution ici. Vous avez parlé tout à l'heure de la résistance constitutionnelle du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, quelle procédure doit être mise en place pour fixer une date pour la présidentielle conformément à la Constitution? Le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, dans sa décision, après avoir dit au président de la République que son décret qui a en fait abrogé le décret qui a convoqué le corps électoral n'était pas légal, il a dit que en fait, vous ne pouvez pas organiser l'élection présidentielle au-delà du 2 avril, fin de votre mandat. Aujourd'hui, quelle va être la meilleure formule en dépit du dialogue, bien sûr, où des propositions ont été faites. Aujourd'hui, quelle est la meilleure formule pour fixer la bonne date constitutionnellement?
Oh là là, c'est une question Compliqué. difficile. Non, Difficile. la question elle même, Ouais. la question elle n'est pas très très compliquée, Mhm. mais c'est ma position qui est un peu difficile, quoi. Voilà, D'accord. pour répondre à cette question. Très bien. Si j'étais pas dans ce dossier, Oui. euh, Ah, c'est le l'avocat- dossier qui... Oui, voilà. Si j'étais pas dans ce, j'étais pas aujourd'hui là en qualité d'avocat d'Ousmane Sonko, Mhm. mais si j'étais en tant que panafricain, Oui. seulement panafricain et puis un politicien Mhm. africain, j'aurais répondu à la question. Mhm. Mais comme je suis l'avocat d'Ousmane Sonko, j'aurais bien voulu Mhm. me limiter sur cette problématique, hein, Mhm. mais limiter sur les questions qui touchent aux intérêts et aux droits de M. Ousmane Sonko. D'accord. Et On comme va- c'est un sujet qui, de politique intérieure, Mhm. ça sera pas courtois ni respectueux pour moi Nous le comprenons. de l'aborder. Nous le comprenons. Oui, voilà, Alors- puisque c'est un sujet très 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 difficile, Oui. puisque c'est un sujet qui suscite beaucoup de passion, Mhm. à juste titre, hein. Ouais. Et Alors- puis qui suscite aussi beaucoup d'inquiétudes, Mhm. puisque c'est comme je le disais tout à l'heure, nous on a des expériences des soubresauts politiques qui se manifestent par des coups d'État, et d'assassinats, des chefs d'État, vous voyez. Mhm. Et donc nous on est habitués malheureusement à ce genre de pratiques. Mais ici, les Sénégalais sont très bouleversés, sont très inquiets. Et je n'ai pas envie de m'hasarder à donner une analyse sur une situation dont je n'ai pas l'entière maîtrise. Bon, par contre, ce que je peux dire, c'est que, quelles que soient les difficultés, la profondeur et l'épaisseur même de la crise, Oui. il n'y a que le dialogue qui peut aider le Sénégal à s'en sortir. Il n'y a que le dialogue qui peut aider le pays à s'en sortir. Et ce débat, il n'est pas... Le dialogue, en dépit des considérations constitutionnelles? Non, non. Mais c'est là où je voulais en venir, justement. D'accord. Je veux dire que le dialogue Mhm. doit se faire effectivement sur la base des textes fondamentaux. Lorsqu'on parle des textes fondamentaux, c'est les engagements internationaux du Sénégal, et puis la loi fondamentale du pays, c'est la Constitution. Et c'est à partir de là que le pays pourrait s'en sortir et puis conserver son héritage démocratique. Bon, mais je n'en doute pas, parce que dans certains pays, par rapport à ce qui s'est passé, depuis l'annulation du décret qui convoque le collège électoral, Oui. et qui fixe la date plutôt des élections, Mhm. il y a eu déjà des morts, Oui. ce qui est quand même déplorable. 4. 4. Mhm. Voilà, il y a eu des blessés également. Et puis l'image du pays aussi en a reçu un coup. Oui. Mais bon, le pays dispose aussi des moyens suffisamment solides pour justement prendre le dessus. Il faut que les gens comprennent que chaque pays a son trajectoire. Il y a des pays qui ont vécu des situations extrêmement douloureuses avec même des millions de morts. Et ces pays se sont retrouvés. Les responsables politiques de ces pays qui se sont chamaillés, qui se sont entretués, se sont tous retrouvés autour de la table et se sont regardés les yeux dans les yeux. Vous voyez, pour trouver la solution et aller à l'essentiel pour sauver, pour bâtir un avenir meilleur pour leur pays. D'accord. Et donc, tout ce qui s'est passé doit servir de leçon pour justement aller de l'avant. Bon, donc, il faut voir les choses positivement. Je suis même tenté, et je m'en excuse, mais bon, je veux le dire, je suis même tenté de dire, ben, est-ce que c'est pas, dans tout ce qui s'est passé, c'est pas l'occasion pour le Sénégal de revoir son schéma institutionnel, vous voyez, et le juger et mesurer son épaisseur pour aller de l'avant. Puisque quelquefois, il y a des crises. Vous appelez la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs,
etc. Puisque les gens de la le disent. justice. Oui, les gens le disent, puisque bon, la justice a quand même reçu un sacré coup. Est-ce que c'est pas dans... Il y a des crises quelquefois qui sont utiles, Oui. malheureuses, douloureuses, mais il faut dire, bah, écoutez, en tout cas, ce qui s'est passé, il faut que ça nous sert à quelque chose. Bien sûr. Vous voyez, voir ce qui s'est passé et tirer le bon côté de ce qui s'est passé, et puis tirer aussi leçon des erreurs et des fautes, voire même des crimes. Et tout. Et nous poser des questions sur nous-mêmes, pour dire, mais comment se fait-il qu'on est arrivé jusqu'à là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc il faut, dans cette crise, essayer de tirer les aspects positifs de ce qui s'est passé, et puis se dire, il faut que cette crise nous sert à quelque chose. Voilà. Bon, moi, je vois les choses comme ça. D'accord. Alors, nous allons aborder des questions qui concernent les intérêts de votre client, mais inscrits dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, la commission du dialogue a suggéré le réexamen de certains dossiers de candidats dits spoliés. Les proches d'Ousmane Sonko, en tout cas, ont jugé que la manière dont il a été écarté de la présidentielle était très discutable, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer, avec le dialogue et ce qui a été recommandé au président de la République, que Ousmane Sonko pourrait réintégrer la liste, en tout cas le jeu électoral? Bon, à votre avis? Oui, je ne sais pas encore. Bon, vous savez, en politique, tout est possible. Bon, le Conseil constitutionnel a établi une liste des candidats pour les élections présidentielles. M. Ousmane Sonko se tient à cette liste. D'accord. Vous voyez, il se tient à cette liste. Il y a une décision du Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas entendu ni les avocats de M. Ousmane Sonko, ni les partisans d'Ousmane Sonko, ni notre client lui-même remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. Il subit, c'est quelqu'un qui subit. Qui est légaliste. Qui est légaliste, contrairement à ce que certains disent. Il subit. Il a subi sa radiation de la fonction publique. Il subit les accusations grotesques, méchantes. Vous voyez? Il subit de viol, il subit la méchanceté de cette procédure pénale en diffamation, puisque c'est la première fois qu'une personne se voit privée de son droit d'être candidat à une élection présidentielle par rapport à une affaire de diffamation. Trop léger. Trop léger par rapport aux enjeux. Puisqu'il y a aussi l'opportunité de poursuite. Mais c'est quand même un homme politique, Ousmane Sonko, du premier plan. Il est accusé d'avoir... il aurait tenu des propos diffamatoires qui portent atteinte à l'honneur et à la considération, à la dignité d'un autre homme politique. C'est des propos. Écoutez, on est dans un contexte politique extrêmement passionné. Et vous voyez, vous allez jusqu'à priver un homme politique son droit d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est quand même gros. Et lui faire condamner à 200 millions de dommages et intérêts. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Concevable sur le plan juridique? Est-ce concevable sur le plan juridique? C'est pas concevable. Pourquoi ça a été fait, justement? Oui, mais ça a été fait, ils ont dit... Est-ce qu'on peut juridiquement expliquer cela? Non. Juridiquement, c'est difficile à expliquer puisque c'est la première fois. Enfin, les magistrats, ils sont dit, il y a peut-être des considérations qui les ont poussés jusqu'à condamner Ousmane Sonko à 200 millions pour réparer le préjudice que... Mame Mbaye Niang a subi, disent-ils. Voilà, c'est des victimes. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont victimes des crimes et des je ne sais pas quoi encore, qui n'ont jamais reçu même 200 000 francs. Vous voyez? Et vous voyez, ce sont ces genres de situations qui poussent les gens à se révolter, à se dire mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays, etc. Alors, et tout. Il subit ces deux procédures pénales. Il subit une autre accusation également qui lui valent la détention provisoire. Maintenant, le Conseil constitutionnel arrête une liste. Il dit, écoutez, moi je prends acte. Comme l'a fait le président de la République. Voilà, je prends acte
Bon, on trouve un candidat. Ils ont un candidat. Oui. Et ce candidat, cette candidature est portée, le PASTEF est porté par une coalition. Donc ce ne sont pas forcément des gens de PASTEF, mais les forces vives de ce grand pays soutiennent cette candidature. Bon, jusqu'à maintenant, M. Ousmane Sonko s'inscrit dans cette dynamique, qui est une dynamique de victoire. Vous voyez, il s'inscrit là-dessus. Bon, on ne sait pas ce que sera demain. Ce qui est sûr, c'est que M. Ousmane Sonko, il n'y a que le Tout-Puissant qui le sait. Quand est-ce que... Mais si le Tout-Puissant lui prête vie, il sera candidat, je ne sais pas quand, à l'élection présidentielle. Il sera candidat. À une élection présidentielle. À une élection présidentielle, je ne sais pas laquelle, oui. mais si le Tout-Puissant lui prête vie, il sera candidat, il sera le président de ce grand pays, Inch'Allah. D'accord. Parce que parmi ceux qui aujourd'hui sont candidats, je pense qu'il est celui qui mérite le plus d'accéder à cette haute responsabilité, puisqu'il en a souffert. Certains soutiennent qu'il faut un parcours pour être président de la République. Bon, il faut un parcours, mais il faut le profil, il faut le discours, il faut aussi certaines postures, don de soi, disposé à tout. Don de soi. Don de soi plutôt. C'est un slogan chez Pastef. Voilà, don de soi, tout donner pour son pays, pour sa patrie. Et ça, il y a des gens qui font de la politique opportunément. Oui. C'est de l'opportunisme politique, mais là, dans la démarche de M. Ousmane Sonko, son discours, il n'y a pas d'opportunisme, il y a un engagement. Il a fait montre du don de soi. Don de soi, un engagement pour son pays, un engagement pour son peuple, un engagement pour son continent. Et ça, il faut des sacrifices. Il en a déjà consenti. Sa personne, sa santé, sa famille, son métier. Et bon, dans l'intérêt de son pays. Et ça, le peuple, vous voyez, sa popularité n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le peuple sent aussi que ce monsieur, il est taillé, il a les épaules qui sont taillées pour justement défendre le Sénégal. Et puis incarner les aspirations du peuple sénégalais. Donc ça, la population le sent. Moi, je suis un observateur, hein, je me balade un peu partout, donc ça se ressent. Il y a déjà une relation qui est socialement, culturellement structurée. Une relation socialement, culturellement et puis politiquement structurée entre les Sénégalais et M. Ousmane Sonko. Donc, vous savez, il y a des gens qui estiment qu'il faut le coffrer. Et il faut le coffrer, il faut lui faire du mal, il faut les tuer politiquement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent se battre contre l'évidence. Il en pleure, il en rit, il s'en désole, Ousmane Sonko. Bon, j'espère qu'il aura l'occasion de s'adresser aux Sénégalais bientôt et puis il dira son ressenti. Mais moi, je préfère que ce soit lui-même. Mais ce que je sais, c'est que bon, tout ce qui a été fait, c'était de renforcer sa conviction et puis son engagement. Et les gens seront très surpris puisque le Ousmane Sonko que j'ai connu avant sa détention n'est plus le Ousmane Sonko que je rencontre à la maison d'arrêt, quelqu'un qui est complètement détaché et qui n'inscrit pas son combat, son engagement politique par rapport aux échéances immédiates politiques, puisque l'essence même des grands hommes politiques, c'est pas de se positionner par rapport à une échéance, mais se positionner par rapport à un idéal, par rapport à des valeurs, et puis par rapport à une vision, par rapport à un projet politique, etc. Et, tout. Et c'est pour cette raison que lorsque le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, instantanément, M. Ousmane Sonko a donné sa bénédiction à un autre candidat de PASTEF. D'accord. Bon, donc, vous voyez, ça, c'est l'essence même des gens, des hommes d'État. Et puis, bon, je pense que, et tout de suite, la population aussi a adhéré. Et les gens de PASTEF, et puis la population PASTEF a su faire adhérer le Sénégalais autour de ce projet. En tout cas, créer une dynamique de victoire. Bon,
Bon, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la candidature de M. Ousmane Sonko. Ce qui est sûr, c'est que M. Ousmane Sonko est imprésidentiable. Ouais. Et il a la stature, il a les épaules qui sont taillées pour occuper des hautes fonctions. Bon, donc je ne sais pas quand. Il n'y a que le Tout-Puissant qui sait. Qui donne clair. À chacun d'entre nous ce qu'il estime meilleur pour lui, et puis espérons meilleur pour le Sénégal également. Et quand est-ce qu'il le fera, ça, je ne sais pas. Et ce que nous vivons, personne ne savait que ça allait se produire comme ça. Les Sénégalais s'apprêtaient, se préparaient depuis des années d'aller voter le 25 février. Le Tout-Puissant a voulu que ce soit autrement. Bon, donc il faut toujours revenir vers lui, quoi. Voilà. Bon, maintenant, il y a le président qui a parlé de pardon, qui a parlé de réconciliation. Ce sont des termes quand même qui sont... Il ne faut pas banaliser, ni privilégier systématiquement le procès d'intention. Il faut prendre le bon côté. Comment on pourrait matérialiser ce pardon et cette réconciliation-là? Il n'y a que lui qui sait, le président de la République. On peut espérer quelque chose quand même, au moins. On voit la libération de détenus politiques. On parle de plus de 300 détenus politiques qui ont été libérés. Ça entre dans ce cadre-là. Quelle autre formule pourrait montrer effectivement qu'on est dans le pardon et la réconciliation? Tout commence par la posture, tout commence par le discours et puis les actes qui suivent pour vous concrétiser cela. Et je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe non plus. Oui. Il y a des jeunes qui sont en prison depuis des mois et des années, qui ont souffert, beaucoup souffert. Il y a déjà le fait d'être détenu, même pour une seconde, ça vous marque. Certains ont perdu leurs parents durant leur détention. Voilà. Moi, j'ai déjà fait plusieurs gardes à vue dans le cadre de mon engagement politique. Une seconde en garde à vue, déjà, vous êtes dans un autre état d'esprit. Vous voyez, vous avez un autre état d'esprit. N'en parlons pas si vous êtes gardé, vous êtes en détention depuis de nombreux mois et que vous êtes victime des sévices et puis quelquefois de mauvais traitements. Ça vous marque. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe, devoir sous-estimer les actes qui ont été pris au profit des anciens détenus, puisqu'ils sont libres. Oui. Ils ont retrouvé leur famille, ils ont retrouvé leur liberté. Donc il ne faut pas cracher cela. Et puis après, chaque chose a son temps. Ceux qui ont été privés de leur liberté, qui ont des avocats, verront comment se positionner par rapport à ce qui leur est arrivé. Ils ont des avocats, ils verront après. Mais chaque acte positif dans un climat de tension ne peut qu'être salutaire, doit être salué et encouragé également. Et ça, c'est dans l'intérêt de la paix sociale du pays. Alors. Voilà. Bon, donc, moi, je suis parmi ceux qui ont salué et qui encouragent que ceux qui sont en prison soient libérés, et y compris mon client, puisque la place de M. Ousmane Sonko, c'est pas au Cap Manuel. M. Ousmane Sonko doit retrouver sa liberté. M. Ousmane Sonko doit retrouver tous ses droits et ses droits politiques. Ceux qui l'ont privé de tous ses droits doivent le réhabiliter, le rétablir le plus vite possible. Et c'est dans l'intérêt, bien évidemment, de mon client, puisqu'il n'y avait aucune raison qu'il soit privé de tous ses droits. Donc, réhabiliter le droit de M. Ousmane Sonko ne sera qu'un acte de justice. D'accord. Alors, merci d'être venu dans nos plateaux, monsieur Maître Saïd Larifou. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous. Merci pour l'invitation et bonne continuation. Merci à vous, avocat de Ousmane Sonko, Maître Saïd Larifou. Nous le remercions. Nous vous remercions également, mesdames et messieurs, amis internautes de la diaspora et du Sénégal. Nous vous remercions très vivement. Nous remercions également l'équipe de la technique, Toutimbeng, Ismaïla et Issa, de nous avoir aidés à réaliser cette émission, sans oublier Babacar également. Merci à vous et à très vite sur Sénégal 7.